J'ai vu rouge pour la première et unique fois de ma vie cette nuit-là. Mais avant d'en venir là, laissez-moi me présenter et vous donner un aperçu de ce qui a mené à ce moment où une brume rouge a obscurci ma vision. Mon nom est Steven Harper et ma femme est Laetitia Harper, anciennement Laetitia Martin. Nous sommes ensemble depuis le lycée. Malgré quelques petites amies avant elle, je me suis retrouvé irrésistiblement attiré par Laetitia. C'était comme si elle avait une emprise magnétique sur moi que je ne pouvais expliquer. Avant même de le savoir, j'avais rompu avec ma petite amie précédente et le lendemain, je demandais à Laetitia de sortir. Elle sourit d'un air contrit et dit « Désolé, mais je ne sors pas avec des blancs. » « Ne sors pas ou n'a pas encore sorti ?» demandai-je avec mon sourire le plus charmant. J'ai des cheveux châtains clairs tirant sur le sable, des yeux verts, et je suis aussi blanc que possible. J'avais appris en me renseignant qu'elle avait récemment rompu avec son ex et n'avait fréquenté personne depuis. Ma question l'a clairement prise au dépourvu, et elle me fixa pensivement un instant, me jaugeant. Je portais un jean, un t-shirt et des baskets, et j'étais en bonne forme, joueur de champ arrière, cornerback, dans l'équipe de football américain. « D'accord, Steve, qu'as-tu en tête pour notre rendez-vous » demanda-t-elle, les prémices d'un sourire effleurant ses lèvres. « Eh bien, si c'est un oui, que dirais-tu d'un dîner et d'un film » suggérai-je. Je sais que c'est un classique, mais ce n'est pas sans raison qu'il est si populaire. « Bien, mais je choisis le film » dit-elle, son ton sévère mais enjoué. Sa meilleure amie, Lena, se tenait à proximité, choquée que Laetitia accepte de sortir avec un blanc. J'ai attrapé le sourire complice de Lena. Plus tard, Laetitia me raconterait leur conversation. Lena avait dit « D'accord, Tish, je pense que tu devrais tenter le coup. » Mais mes parents ? Ils sont tellement traditionnels, que diront-ils ? demanda Laetitia. Lena répondit « Tu sais à quel point ils sont étroits d'esprit, mais tu sais aussi que les esprits fermés sont des esprits ignorants. Je ne dis pas que tu devrais l'épouser, mais donne-lui une chance. » Laetitia hésita, mais Lena insista, lui demandant pourquoi elle avait largué ses petits amis précédents. Eh bien, Carl était, et Terry était un salaud infidèle. Lena sourit. Exactement. Il y a de bons gars, et Steve pourrait bien être l'un d'eux. Laetitia rit. Eh bien, d'accord, mais s'il s'avère être un tueur en série, je te hanterai. Elles éclatèrent de rire et se dirigèrent vers leur dernier cours de la journée. Laetitia me partagea cette conversation après notre troisième rendez-vous. À ce moment-là, nous avions déjà accroché, malgré nos différences. Elle n'aimait pas le heavy metal, tandis que je n'étais pas fou de hip-hop. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Le film de notre premier rendez-vous fut Astérisque Guess Who Astérisque avec Ashton Kutcher et Zoé Saldana. Laetitia me dirait plus tard qu'elle voulait voir comment je réagirais à certaines parties du film. Certaines scènes pouvaient mettre d'autres personnes mal à l'aise, mais je ne me suis jamais soucié de la race. Je croyais que le contenu du caractère d'une personne importait bien plus que la couleur de sa peau. 6 semaines après le début de notre relation, j'ai enfin rencontré ses parents. Jusque-là, je la prenais et la ramenais chez elle, et elle m'avait prévenu de leurs opinions sur les blancs. Mais je ne voulais pas cacher notre relation. J'étais sérieux avec elle, peu importe ce que les autres pensaient. Alors, un après-midi, alors que nous marchions main dans la main dans le parc, nous avons décidé que je rencontrerais d'abord ses parents, puis elle rencontrerait les miens. Au début, ses parents étaient méfiants. J'ai entendu son père dire qu'être avec moi, c'était comme coucher avec l'ennemi, mais Laetitia m'a défendu en disant « Steve n'est pas comme les autres blancs ». J'ai souri à cela, sachant que j'avais gagné sa confiance. J'étais amoureux d'elle et elle de moi. Je lui ai clairement fait savoir que j'aimais sa fille. Je n'ai pas caché ma frustration face à ses piques et lui ai dit en termes non équivoques que personne, pas même lui, ne pourrait me sortir de sa vie. Laetitia était la seule personne à pouvoir mettre fin à la relation, et je n'allais nulle part. Rien, pas même ses parents, ne pourrait se mettre entre nous. À ma surprise, sa mère m'a serré dans ses bras et j'ai vu des larmes dans les yeux de son père alors qu'il acceptait ma déclaration d'amour passionné pour sa fille. Même son frère aîné a fini par changer d'avis, bien qu'il ait initialement essayé de la caser avec l'un de ses amis marines. Elle n'était pas intéressée. Mes parents ont eu une réaction complètement différente. Le charme, l'intelligence et la détermination de Laetitia les ont rapidement conquis. Mais ma sœur Sally, c'était une autre histoire. Elle n'a rien dit tout de suite, mais après que j'ai déposé Laetitia, elle a exprimé clairement ses sentiments. « Je déteste ta nouvelle petite amie plus que toutes les autres », confessa Sally.
Pourquoi, Sally, demandai-je. Tu as détesté toutes les petites amies que j'ai eues, qu'est-ce qui rend Laetitia si différente? J'avais déjà une idée. Dois-je vraiment le dire, Steve, répondit-elle, frustrée. Parce qu'elle a le teint basané. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Elle soupira. Je n'ai rien contre eux, mais ils ne sont tout simplement pas assez bien pour toi. Selon toi, j'avais déjà entendu des sentiments similaires, mais jamais devant nos parents. Maman et papa ne nous ont jamais appris à être intolérants, ai-je fait remarquer. Alors, où as-tu appris ça? Sally se figea, prise au dépourvu par la question. Eh bien, toute la criminalité. Commença-t-elle, mais je l'interrompis calmement. Arrête-toi là. On ne peut pas juger tout le monde comme tu les juges. Pansy, Laetitia et Lena ont eu une conversation après que je l'ai invitée à sortir. Elle pensait que je pourrais être un tueur en série. Nous en avons ri après notre 3e rendez-vous, mais tu vois, c'est un autre stéréotype. Pas tous, mais la plupart des tueurs en série célèbres dont on parle aux nouvelles sont blancs. Est-ce un stéréotype juste pour tous les blancs? Sally baissa la tête en assimilant tout ce que j'avais dit. Après un moment, elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Tu as raison, Steve. Je suis désolé. J'ai cligné des yeux, incrédule. Ma jeune sœur, qui avait toujours raison, venait d'admettre qu'elle avait tort. Elle s'excusa et je pouvais à peine le croire. Merci, Sally. Maintenant, s'il te plaît, débarrasse-toi de ces stéréotypes. Il y a de fortes chances que tu l'aies comme belle-sœur un jour. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu penses à l'épouser? Il y avait plus de surprise que de colère dans sa voix. Si les choses continuent comme ça, oui, répondis-je avec un sourire. Je l'aime, ma sœur. Elle me jeta les bras autour du cou et me serra fort. Je veux juste te voir heureux, mon frère. Ne gâche pas ça. Je ne l'ai pas gâché. 3 mois plus tard, nous avons décidé qu'il était temps de passer à l'étape supérieure dans notre relation. Après avoir regardé un match de baseball, nous sommes montés au bluff dans ma brillante Mustang Fastback 390 GT de 1968, gris pâle. Elle avait un siège arrière de taille décente, et une fois arrivés, nous nous sommes étreints passionnément à l'arrière. Je suis prête ce soir, si tu le es aussi, dit-elle avec un sourire après un long baiser. Je souris. J'étais prêt, mon amour, faisons-le. Alors qu'elle passait ses doigts dans mes cheveux, m'embrassant encore et encore, elle haleta. Je n'en peux plus d'attendre, je te veux. C'était tout l'encouragement dont j'avais besoin. J'avais déjà eu des rapports intimes avec une ex-petite amie, mais c'était différent. Laetitia était spéciale. Il ne s'agissait pas seulement d'attirance physique, il s'agissait d'amour. Je le sentais dans mon cœur et mon âme. Elle se pencha et me murmura à l'oreille, « Maintenant, nous allons faire l'amour, mon amour. » Après tous ces mois à nous retenir, nous y étions. Nos esprits concentrés uniquement sur le plaisir du moment. Alors que nos corps se synchronisaient, comblant nos désirs mutuels, j'ai littéralement vu des étoiles, non pas à cause du ciel étoilé au-dessus, mais à cause de l'intensité du lien que nous partagions. Mes bras étaient enroulés autour d'elle, je la serrais fort, caressant ses cheveux tandis que mes lèvres exploraient son long cou sensuel. Nous nous sommes juste tenus l'un à l'autre après, nous prélassant dans la douce chaleur de notre première fois en tant qu'amants, la première de nombreuses fois ensemble pour le reste de nos vies. Lorsque nous avons déménagé à l'UCLA à l'automne, nous avons réussi à rester forts, en prenant un appartement juste à côté du campus et en continuant à construire notre vie ensemble. Avec nos bourses d'études et nos emplois à temps partiel, nous avons réussi à gagner notre vie tout en poursuivant nos études. À la fin de notre 2e année d'université, nous avions économisé suffisamment pour une petite lune de miel après notre mariage. Nous nous sommes dit oui le 4 juillet, afin que je me souvienne toujours de notre anniversaire, comme Laetitia l'a dit. Tout le monde devrait avoir des feux d'artifice pour son anniversaire, dit-elle. À mon humble avis, Tish est restée sous pilule afin que nous n'ayons pas besoin de protection. Nous détestions ça de toute façon. Nous avons toujours pris du temps l'un pour l'autre, même après notre mariage. Laetitia a poursuivi des études de commerce tandis que je me suis concentré sur ce que j'aimais, les ordinateurs. Un diplôme en informatique était une évidence pour moi. 2 ans après notre mariage, nous avons obtenu notre diplôme et sommes entrés sur le marché du travail. Le TIC. IA a décroché un poste dans une agence de publicité et j'ai été embauché dans une entreprise de saisie de données où je travaillais sur leurs serveurs internes et externes.
Nous avons trouvé un appartement douillet à Santa Barbara et la vie a été magnifique pendant encore 2 ans. Bien sûr, nous avions les disputes occasionnelles, mais rien que nous ne puissions résoudre une fois nos esprits apaisés. Tout couple marié se dispute, quiconque dit le contrairement. Finalement, nous avons commencé à parler de fonder une famille. Nous étions d'accord, c'était le moment. Nous venions tous les deux d'être promus et Laetitia a arrêté la pilule. Nos augmentations nous ont permis de verser un acompte pour une maison, alors nous l'avons fait. Nos ébats amoureux, comme tout le reste, étaient toujours magiques, comme cette première fois à l'arrière de ma Mustang. Oui, j'avais toujours cette voiture classique. Si elle avait été peinte en Highland Green, elle aurait été un sosie parfait de celle que Steve McKean conduisait dans Bullitt. Papa a même avoué qu'après me l'avoir achetée et m'avoir aidé à la restaurer, il avait convaincu maman de me nommer Steve, en hommage à l'acteur dont il était un grand fan. La voiture était peinte d'un gris pâle brillant que j'adorais. Cela faisait presque 4 ans que nous étions mariés, et c'est la dernière semaine de juin que Laetitia a commencé à se sentir mal le matin. Au début, nous pensions que c'était juste un virus gastrique, mais quand je l'ai emmenée chez le médecin, il a confirmé qu'elle était enceinte. Nous allions avoir notre premier bébé. Nous avons célébré cela cette nuit-là par une séance d'amour passionné. J'avais complètement oublié une conversation que nous avions eue quelques semaines plus tôt, des types au travail s'étaient montrés un peu trop insistants avec Laetitia. Une semaine plus tard, on m'en a rappelé, mais pas de la bonne manière. Tout a commencé assez innocemment. Laetitia est un peu coquette, mais elle sait où s'arrêter. Elle n'est même pas assez aguicheuse pour être qualifiée d'aguicheuse, elle est juste amicale. Mais il y avait un groupe de 5 gars à son travail qui semblaient penser qu'elle n'était pas assez amicale. L'un d'eux l'a invitée à sortir, et elle a poliment refusé, lui disant qu'elle était heureusement mariée et qu'elle m'aimait. Il a semblé l'accepter, mais bientôt un autre de ses amis l'a également invitée à sortir. J'ai senti un œuf froid dans mon estomac. Nous avions eu affaire à des cons à l'université qui pensaient que chaque fille attirante du campus leur appartenait, quel que soit leur statut relationnel ou matrimonial. Laetitia les avait repoussés à l'époque avec une aide minimale de ma part, même si j'étais intervenu quand un type n'acceptait pas un non comme réponse et j'avais mis fin au fantasme de ce type de voler ma femme. Laetitia m'a donné leur nom et leur description. Il y en avait 5, Darren Richard, qui travaillait comme l'un des créatifs de l'agence, un grand type réputé pour être un coureur de jupons, Larry Clayton, un graphiste qui se prenait pour le don de Dieu à l'humanité, Jacques Sutter, qui semblait taillé dans le même bois que ses potes, Jim Gable, l'autre grand type, et Jeffrey G. Gelman, le dernier. Jim, il s'est avéré, était le cerveau du groupe. Je ne les ai pas aimés dès le début, surtout quand j'ai découvert qu'ils avaient tous obtenu leur diplôme de l'USC. La rivalité entre UCLA et l'USC est légendaire, et nous les appelons les Trojans en caoutchouc, vous voyez? Ils avaient tous fait partie de la même fraternité à l'université, alors naturellement, ils ont tous été embauchés ensemble à l'agence de publicité. Laetitia était coordinatrice de projet, ce qui signifiait qu'elle devait superviser leur travail. C'est ainsi que tout a commencé, avec ces types qui l'invitaient à sortir. Au début, nous pensions qu'ils essayaient juste de marquer des points auprès d'elle, malgré les bagues à son annulaire gauche. Nous étions loin de nous douter que ça allait dégénérer. Maintenant, vous êtes à jour. Nous nous rendions à la célébration du jour de l'indépendance de son entreprise, déjà habillée pour la fête, quand j'ai reçu l'appel me demandant de venir réparer le serveur. Laetitia était splendide dans sa robe de soirée vert émeraude. Nous avions déjà célébré notre anniversaire, et elle m'avait offert une belle montre, tandis que je lui avais pris une paire de boucles d'oreilles en argent. Toute la journée avait été parfaite jusqu'à l'appel de mon patron. Laetitia était aussi agacée que moi. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit en secouant la tête de frustration. Je sais, mon amour, c'est probablement quelque chose de simple. Vas-y, rappelle-toi juste, pas d'alcool. J'ai souri à l'amour de ma vie. Aux gazeuses seulement, mon chéri, a-t-elle répondu avec un sourire espiègle rempli d'amour. Va travailler, mais ne sois pas trop long. Oui, mon amour, ai-je dit en embrassant ses douces lèvres pendant. Dès que je retournais au bureau dans ma voiture rapide. Laetitia a pris sa Prius pour se rendre à la fête. Elle se tenait au manoir de son patron, un endroit où nous étions déjà allés tous les deux, donc je savais exactement où c'était. Le travail sur le serveur m'a pris environ 1h30, pas trop mal, mais je savais qu'ils auraient pu s'en occuper eux-mêmes. Ils voulaient juste que je vienne le réparer, mais j'ai pris sur moi et je l'ai fait. Une fois que c'était fait, j'ai tout testé et je suis parti.
J'ai appelé mon patron et lui ai dit de ne plus me contacter du reste du week-end. Après lui avoir expliqué ce qui n'allait pas avec le serveur, il était presque aussi en colère que moi. Il savait que Harvey et Joe auraient pu faire le travail aussi. Il s'est excusé de ne pas les avoir forcés à s'en occuper, et nous avons mis fin à l'appel. En montant dans ma voiture, j'ai envoyé un SMS à Laetitia pour lui faire savoir que j'avais fini et que j'étais en route. Je me suis aussi excusé du retard, mais je n'ai pas eu de réponse, ce qui ne m'a pas plu. Laetitia répondait toujours tout de suite quand je lui envoyais un message, et il n'y avait eu aucune dispute. Elle avait dit qu'elle comprenait que je devais travailler. J'ai démarré le moteur et suis sorti du parking. Quand je n'ai toujours pas eu de nouvelles d'elle après 10 minutes, j'ai décidé de l'appeler. Son téléphone a sonné, puis est tombé directement sur la messagerie vocale. Là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai recomposé, mais ça a encore sonné directement sur la messagerie vocale sans même sonner. La sensation de froid dans mes tripes s'était propagée à ma poitrine. 10 minutes plus tard, je suis arrivé devant les grilles du manoir et je me suis annoncé à l'interphone. La grille a bourdonné et s'est ouverte, et j'ai fait crisser les pneus en remontant la longue allée. Une fois garé, j'ai sauté et sprinté vers la porte, mais je me suis forcé à ralentir alors qu'elle s'ouvrait avant que je n'arrive. C'était difficile de rester calme. J'étais déjà au bord de la panique. Peut-être que sa batterie est morte, ai-je pensé. Non, elle l'avait chargée toute la journée comme d'habitude. Nous gardions toujours nos téléphones en charge quand nous étions à la maison. J'ai respiré profondément, essayant de me calmer, tandis que je balayais du regard la foule d'invités à l'intérieur, cherchant Laetitia. Mais je ne l'ai pas vue, ni les 5 gars. Le creux froid dans mon estomac s'était propagé à mes jambes et mes bras, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retenu. J'ai demandé à certains de ses collègues s'ils l'avaient vue. Personne ne l'avait vue jusqu'à ce que j'atteigne Cindy Newton. « Et, Cindy, sais-tu où est Laetitia » ai-je demandé, essayant de masquer ma panique, mais échouant lamentablement. « Oh, j'ai vu Jim et Jacques l'aider à aller dans une chambre pour s'allonger » a-t-elle dit, balayant la foule du regard pour retrouver les frères de la fraternité disparus. « Quelle chambre » ai-je demandé, ma voix soudainement glaciale. Cindy aperçut le ton dans ma voix. Son visage a pâli et d'une main tremblante, elle a pointé du doigt. J'ai suivi son doigt, le cœur battant à tout rompre. Je ne peux pas vraiment expliquer le changement qui s'est produit en moi à ce moment-là. C'était comme un interrupteur qui s'était déclenché dans mon esprit, et soudain l'adrénaline qui traversait mon corps ne me faisait plus trembler, elle me nourrissait. Je me sentais étrangement calme en marchant rapidement vers la porte qu'elle m'avait indiquée. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai essayé la poignée. C'était fermé à clé. Sans réfléchir, j'ai donné un coup de pied violent dans la porte. Le loquet a cédé et la porte s'est ouverte en claquant, rebondissant contre le mur. La première chose que j'ai vue, ce sont les 5 hommes nus. Puis j'ai vu Laetitia, manifestement inconsciente, allongée sur le lit. Jim était en train de l'agresser. C'est à ce moment-là que le voile rouge est tombé sur ma vision. La seule pensée dans mon esprit était révélation 6h08. Mon corps a pris le relais, comme si mes processus de pensée supérieure s'étaient arrêtés, ne laissant que l'instinct d'un démon vengeur. Jim fut le premier à tomber alors que je lui assénai mon poing dans son visage surpris. Il ne m'avait même pas reconnu dans sa frénésie. Les autres, cependant, ont réagi plus vite. Je me suis retrouvé dans le combat de ma vie, le sang battant à mes oreilles, alors que je m'acharnais sur chaque homme dans la pièce. Larry est tombé ensuite, grâce à un coup de pied bien placé au joyau. Le reste est devenu un flou. Quand le flou s'est enfin dissipé et que le voile rouge s'est levé de mes yeux, je me suis effondré sur le lit, à côté de ma femme inconsciente. C'est alors que j'ai remarqué les cris, les hurlements et d'autres bruits venant de l'extérieur de la pièce. J'ai regardé autour de moi et il y avait 5 hommes nus allongés sur le sol devant moi. La pièce était tendue. Ordre. Quelques-uns des hommes étaient inconscients, tandis que les autres gémissaient en s'accrochant à diverses parties de leur corps. Puis tout l'enfer s'est véritablement déchaîné quand les flics et les ambulanciers sont arrivés. Quelqu'un devait avoir appelé le 911, et ça a à peine enregistré dans mon cerveau quand les flics m'ont menotté et m'ont forcé au sol. Je n'ai pas résisté. J'étais déjà épuisé par le combat. C'est son mari et ses hommes l'agressaient, a crié Cindy. Dieu la bénisse pour ça. Il m'est apparu qu'elle avait dû me suivre jusqu'à la chambre et probablement tout voir. J'ai réalisé que je ne pouvais plus voir de mon œil droit et que d'autres parties de mon corps me faisaient aussi un mal de chien. La chose suivante dont je me souviens,
c'est d'être posé sur une civière ou un brancard, ou peu importe comment ils appellent ça. Ma femme, ai-je râlé à l'ambulancier le plus proche. Elle est emmenée dans une autre ambulance, monsieur. Nous vous emmènerons tous les deux à l'hôpital dès que possible, a-t-il dit en offrant un sourire rassurant. Dieu merci, ai-je soupiré, et à mesure que l'injection qu'il m'avait donnée faisait effet, la douleur s'est estompée. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Il est réveillé, a crié l'infirmière en remarquant mon œil ouvert. Elle s'est précipitée pour trouver le médecin, qui n'était pas venu en courant quand elle avait crié. Ils sont entrés tous les deux juste au moment où j'essayais de sortir du lit. Monsieur Harper, vous devez vous calmer et vous reposer, a dit le médecin doucement, avec l'infirmière Hatcher, alors qu'ils essayaient de me repousser sur le lit. De l'eau, ai-je râlé. Ma gorge était aussi sèche que la vallée de la mort. Tout de suite, monsieur, a dit l'infirmière en remplissant rapidement un grand gobelet Dixie. Je l'ai bu en 2 grandes gorgées. Puis j'ai pu parler. Ma femme va bien? Ma voix était encore un peu rauque. Il fallait que je sache. Quand j'avais combattu ces hommes, je ne savais pas si elle respirait encore. Le médecin a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle ira bien. Finalement. Elle a subi une forte dose de stupéfiant dans son organisme, c'était un viol par ruse, j'interrompis, incapable de maîtriser la fureur dans ma voix. Une dose si forte? Suffisamment pour potentiellement la tuer si nous n'avions pas éliminé la substance de son système, dit-il stoïquement. Nous l'avons nettoyé, et ils ont aussi fait un prélèvement de viol qui est revenu positif pour Sean. J'ai promis de ne pas boire, bredouillai-je, sans être sûr de la cohérence de mes propos. Nous n'avons trouvé aucune trace d'alcool dans son système, monsieur Harper. Il hésita un instant, son ton devenant sombre. J'ai de mauvaises nouvelles, cependant. Je sentais le neuf-froid se reformer dans mon estomac en voyant son expression compatissante, avant même qu'il ne parle, je savais. Et quand les mots sortirent de sa bouche, des larmes commencèrent à couler sur mon visage. Je suis désolé, monsieur, mais votre femme a perdu le bébé. Je n'avais jamais eu un tel tempérament jusqu'à présent. Bien sûr, j'avais été en colère auparavant, mais rien ne m'avait jamais poussé dans une rage meurtrière comme celle-ci. Ces soi-disant hommes avaient agressé ma femme, l'avaient droguée suffisamment pour la tuer, et maintenant ils avaient enlevé notre enfant à naître. La seule pensée qui me traversait l'esprit était de savoir comment j'allais les tuer lentement, douloureusement. J'arrachai la perfusion du dos de ma main et fis passer mes jambes de l'autre côté du lit. Le médecin et l'infirmière tentèrent de m'arrêter, mais j'étais déterminé. Laissez-moi partir, dis-je, ma voix tombant à des températures glaciales. Faites venir un aide-soignant et appelez le détective. Faites-les venir ici. À la mention d'un détective, j'arrêtai de me débattre. Je voulais savoir où était ma femme, j'avais besoin de la voir, de la serrer dans mes bras. Je devais être là pour elle. Elle est toujours inconsciente, mais elle devrait se réveiller demain matin, dit le médecin d'une voix apaisante. Vous avez une légère commotion cérébrale, votre œil droit est enflé et fermé, et vous avez une côte fêlée et 4 côtes contusionnées, ainsi que des ecchymoses sur les bras, les jambes et le dos. J'ai besoin de voir ma femme, docteur, répondis-je, essayant de garder ma voix calme dans ces circonstances. Juste à ce moment-là, l'infirmière revint avec un aide-soignant et le détective. L'aide-soignant n'était plus nécessaire, alors il partit. Le détective se tenait à la porte. Infirmière, pourriez-vous s'il vous plaît nous excuser? J'ai besoin de parler à monsieur Harper seul, dit le détective d'un ton professionnel. Le médecin et l'infirmière échangèrent des regards avant de hocher la tête et de quitter la pièce, avertissant le détective d'être indulgent avec moi étant donné mes graves blessures. L'infirmière m'avait dit d'appuyer sur le bouton d'appel si j'avais besoin de quoi que ce soit, et je l'en remerciai. Quelques instants plus tard, le détective Rain entra, son ton professionnel et calme. Monsieur Harper, je suis le détective Rain. Je suis ici pour vous parler et prendre votre déposition. Vous sentez-vous capable de le faire? J'acquiesçai, appréciant son professionnalisme. Merci. Le détective installa son enregistreur. Ceci sera enregistré. Veuillez me raconter les circonstances entourant les événements avant votre arrivée chez monsieur et madame Walker et ce qui a mené à la situation dans la chambre. Je racontai tout, ma version de l'histoire, sans embellir aucun détail, y compris le fait que je ne me souvenais pas de grand-chose après avoir donné un coup de pied à Larry dans les testicules. À ce moment-là, tout ce qui m'importait était de défendre ma femme.
Je lui parlais aussi de ce que le médecin m'avait dit concernant l'état de ma femme, comment elle avait été empoisonnée avec une overdose de stupéfiants, ce qui avait causé la perte de notre bébé. Vais-je être inculpé, demandai-je une fois l'enregistreur arrêté. La Californie avait des lois d'autodéfense complexes, et je voulais m'assurer de connaître mes options au cas où. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, répondit-il. Je doute sérieusement qu'un jury vous condamne. J'ai déjà recommandé au procureur de ne pas engager de poursuite. Je soupirai de soulagement. Merci, détective, dis-je en offrant un sourire sincère pour la première fois depuis tout ce qui s'était passé. Règne était un homme bien à mes yeux. Il se pensa en avant, les coudes sur les genoux. Pour vous dire la vérité, monsieur Harper, si j'avais trouvé ces hommes avec ma femme dans cette situation, j'aurais fait exactement la même chose que vous. En ce qui me concerne, vous avez agi comme tout mari devrait le faire, vous avez défendu votre femme au mieux de vos capacités. Il se leva pour partir, ajoutant, et je détesterais être à leur place en ce moment. Le procureur va leur faire payer cher à tous les 5, et monsieur Walker fait tout ce qu'il peut pour éviter toute poursuite de votre part. De plus, le rapport toxicologique et le kit d'agression fait sur votre femme sont revenus positifs. Ça semble être une affaire rondement menée. Merci, détective. Si vous avez besoin de moi pour témoigner, je le ferai avec plaisir, dis-je en lui serrant la main. Sur ces mots, il quitta la pièce, me laissant seul avec mes pensées. J'appuyai sur le bouton d'appel de l'infirmière et elle fut à mes côtés en moins d'une minute. Oui, monsieur Harper, demanda-t-elle, sa voix pleine d'inquiétude. Souffrez-vous, ou y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Je voudrais voir ma femme, s'il vous plaît, dis-je. Oui, je souffrais, une douleur immense, mais c'était une douleur émotionnelle plus que physique. Le fait de ne pas être avec ma femme était insupportable. Un instant, monsieur. Je vais vérifier auprès du médecin des soins intensifs. Ils seront de retour avec vous tout de suite, dit-elle avec un sourire compatissant en sortant. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, il était plus de 2 heures du matin. J'étais arrivé à la fête vers 20 heures, juste avant que les feux d'artifice ne commencent, et il était maintenant plus de 6 heures plus tard. Le médecin et l'infirmière revinrent ensemble. Monsieur Harper, il est assez inhabituel de recevoir des visites si tard, dit le médecin. C'est ma femme, répondis-je, ma voix ferme. J'ai besoin de la voir de mes propres yeux. J'ai besoin d'être là quand elle se réveillera. Je jetai un coup d'œil à ma blouse d'hôpital. Je vais avoir besoin de plus que cette fichue blouse d'hôpital. Où sont mes vêtements? Vos vêtements ont dû être coupés pour évaluer vos blessures à votre arrivée, expliqua le médecin. Mais nous pouvons vous procurer des blouses chirurgicales à porter. L'infirmière Hatcher hocha la tête et partit les chercher. Le médecin s'assit près de mon lit, sur la chaise que Règne avait libérée. Monsieur Harper, cela vous dérange-t-il si je vous appelle Steve, demanda-t-il. Je vous en prie, haussai-je les épaules. Steve, je réalise que vous avez tous deux traversé une épreuve très difficile, commença-t-il. Vous et votre femme devriez vous rétablir complètement. Il marqua une pause, et je ne pus m'empêcher de l'interrompre. Ils ont tué notre bébé, docteur, dis-je, ma voix tombant sous le point de congélation. J'espère que vous avez raison pour un rétablissement complet, mais cette petite vie n'a jamais eu la chance de vivre. L'expression du médecin s'adoucit. Il baissa les yeux, visiblement peiné. Je comprends votre point de vue, dit-il doucement. Si vous aviez l'intention de me dissuader d'aller dans la chambre de ma femme et d'y passer la nuit, vous pouvez oublier, continuai-je. À en juger par l'alliance à votre doigt, vous êtes mariés aussi. Si vous et votre femme étiez dans cette situation, que feriez-vous? Il me lança un regard de compréhension et de détermination. Je ferai exactement ce que vous voulez faire. Je ne dirai pas non, merci. J'acquiesçai, et en sortant du lit pour aller aux toilettes, je me regardai dans le miroir. J'avais un pansement froid sur mon œil droit et mon visage était couvert de contusions. J'essayais de me remémorer la bagarre, mais je ne me souvenais plus comment j'avais reçu toutes ces ecchymoses. Je n'avais ressenti aucune douleur pendant l'action, probablement à cause de l'adrénaline qui traversait mon système. Maintenant, je pouvais tout sentir. Mes côtes étaient bandées, et j'avais des pansements sur mon épaule gauche, mon bras et mes mains. Je m'estimais chanceux de n'avoir pas cassé de phalanges en battant ces hommes jusqu'à les rendre inconscients, même si elles étaient horriblement douloureuses. Alors que je sortais de la salle de bain après avoir fait mes besoins, l'infirmière Hatcher me rejoignit avec des blouses chirurgicales. Elle me sourit avec compassion en me les tendant,
et je lui rendis son sourire, reconnaissant de sa gentillesse. Je rentrai à nouveau dans les toilettes pour me changer, cela prit un certain temps, car mon corps était raide à cause de la bagarre. Oui, je m'étais maintenu en forme depuis le lycée, mais le corps humain n'est pas fait pour subir le genre de coups que j'avais endurés. J'étais épuisé et douloureux, mais rien n'allait m'empêcher de rendre visite à ma femme. Elle est dans la chambre 311, monsieur, dit l'infirmière à la station des soins intensifs. Le docteur Laden a appelé à l'avance pour leur faire savoir que vous étiez en route. Il me fallut plus de temps que d'habitude pour y arriver, quelle surprise, mais quand j'atteignis enfin la chambre, il faisait principalement sombre, bien que je puisse distinguer Laetitia allongée sur le lit, reliée à des machines surveillance et signes vitaux, et une perfusion était insérée dans le dos de sa main gauche. Je me déplaçai vers son côté droit, tirai une chaise et m'assis, tenant doucement sa main dans la mienne. « Tu vas t'en sortir, mon amour, murmurai-je, alors même que des larmes coulaient sur mon visage. Son visage, même dans son sommeil, semblait paisible. J'étais sûr qu'elle ne savait pas encore que nous avions perdu notre bébé. Je ne pouvais pas la blâmer pour cela, je ne pouvais pas la blâmer pour quoi que ce soit qui s'était passé plus tôt cette nuit-là, mais je me blâmais presque autant que je blâmais les hommes qui lui avaient fait ça. Si j'avais juste dit à mon patron d'aller se faire voir et que j'étais allé à la fête avec elle, je savais qu'il n'aurait pas eu la moindre chance de l'atteindre. Une fois de plus, je ne pus arrêter les larmes qui coulaient tandis que je posais ma tête près du bord de son lit, tenant sa main chaude. Nos doigts étaient entrelacés, et je m'endormis ainsi. J'étais là où je devais être, là où j'avais besoin d'être. Fidèle à la prédiction du médecin, Laetitia se réveilla le lendemain matin. Le mouvement de sa main me réveilla aussi, car nos doigts étaient toujours entrelacés depuis la nuit précédente. Ses yeux étaient d'abord flous, mais quand ils se posèrent sur mon visage, elle haleta. « Steve broucoula-t-elle. Ne parle pas, mon amour, dis-je doucement. Nous allons te chercher de l'eau. » J'essayai de me lever pour prendre la carafe, mais elle continua de tenir ma main, son visage rempli d'eau. J'étais inquiet, puis il m'est venu à l'esprit que mon propre visage était contusionné et bandé. « Ma chérie, ils vont tout expliquer dans un instant. Pour l'instant, tu as besoin d'eau, d'accord ?» Bien que son expression inquiète n'ait pas changé, elle a murmuré d'accord et a lâché ma main. J'ai souri doucement et je lui ai versé un verre d'eau de la carafe dans sa chambre. « D'accord, mon cœur, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je à l'hôpital, mais surtout, qu'est-il arrivé à ton visage ?» demanda-t-elle après avoir bu l'eau d'un trait. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. « Chérie, qu'est-ce que tu te souviens de la fête d'hier soir? » Eh bien, je suis arrivé à la fête, j'ai parlé à des amis. Cindy m'a aidé à tenir ces idiots à distance. Puis Jim est venu et m'a proposé de me resservir de mon club soda. Il a appelé ça une offre de paix, et j'ai accepté. Cindy est allée danser avec son petit ami, et j'ai commencé à siroter le soda. Après ça, c'est très flou. J'ai dû m'évanouir. Son visage devint encore plus inquiet alors qu'elle se souvenait. « Ils ont drogué ta boisson, ma chérie, dis-je, la voix chargée d'émotion. Ma colère montait de nouveau. Quelle heure était-il quand Jim t'a tendu la boisson? Je pense que c'était vers 19h30, à peu près, dit-elle, son inquiétude s'intensifiant en voyant l'expression sur mon visage. Que s'est-il passé, Steve? J'ai pris quelques grandes respirations pour me calmer, fermant mon bon œil pour ne pas voir la douleur dans son expression. Finalement, j'ai parlé, ma chérie, Jim, Jack, Larry, Darren et Jeffrey sont tous en prison en ce moment. Ils sont accusés d'agression. Oh mon Dieu, halta-t-elle, commençant à pleurer. Est-ce qu'ils? Oui, ai-je murmuré, à peine capable de parler. Quand je suis sorti du bureau, j'ai essayé de t'envoyer un message mais je n'ai pas eu de réponse. Je t'ai appelé, et ça a sonné quelques fois avant d'aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai rappelé une deuxième fois, ça a été directement sur la messagerie. Je crois que l'un d'eux a éteint ton téléphone. Quand je suis arrivé à la fête, j'ai trouvé Cindy et elle m'a dit que Jim et Jack t'avaient aidé à aller dans une chambre parce que tu ne te sentais pas bien. J'ai dû faire une pause pour ne pas exploser. J'ai pris quelques grandes respirations avant de continuer. Cindy et moi les avons cherchés tous les 5, mais aucun d'eux n'était dans la pièce principale quand nous sommes arrivés. Je lui ai demandé dans quelle chambre il t'avait emmené et elle a montré du doigt. Je suis allé voir. La porte était fermée à clé, alors je l'ai défoncée. Jim? J'ai dû arrêter de raconter les détails. C'était déjà assez difficile de le dire au détective Règne,
mais dire à ma femme qu'elle avait été agressée était encore plus difficile. Elle posa sa main sur le côté de mon visage, caressant ma joue et essuyant une larme. Je croyais que tout ça n'était qu'un cauchemar, dit-elle d'une voix hantée. Avant que je ne m'évanouisse complètement, j'ai senti quelqu'un m'arracher mes vêtements. Sa voix s'est éteinte alors qu'elle fondait en sanglots. Je me suis glissé sur le lit à côté d'elle et je l'ai serrée contre moi tandis qu'elle pleurait sur mon épaule. Monsieur et Madame Harper, j'ai entendu une infirmière dire depuis l'embrasure de la porte. Nous avons tous deux reniflé, et je me suis tourné pour la regarder, gardant toujours mes bras autour de Laetitia. Oui, ai-je dit. Il y a un détective ici pour vous voir, dit-elle avec un sourire hésitant. Elle souhaite parler à votre femme, si elle se sent capable. J'ai regardé Laetitia. Tu te sens capable, mon cœur, ai-je demandé doucement. Laetitia renifla de nouveau et hocha la tête. Je pouvais la voir se préparer à ce qui allait arriver. Un médecin est entré juste après le détective et a dit qu'il devait dire quelque chose à Laetitia avant que la détective Hart ne puisse l'interviewer. Il m'a regardé, remarquant nos doigts entrelacés alors que je m'asseyais à côté d'elle sur la tête de lit. Monsieur et Madame Harper, je suis le docteur Alino et j'ai le regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle, dit-il doucement, sa voix pleine de sympathie. Madame Harper, en raison du stress imposé à votre corps par les narcotiques que vous avez reçus hier soir, j'ai bien peur que vous ayez fait une fausse couche. Son ton n'a pas aidé, et Laetitia s'est immédiatement tournée pour enfouir son visage dans ma poitrine. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré plus fort. J'avais déjà entendu la nouvelle du docteur Laden, mais cela ne la rendait pas plus facile. J'ai serré ma femme contre moi, essayant de la réconforter. Je suis vraiment désolé pour vous deux, a dit le docteur Alino avant de quitter la pièce. Ça va aller, mon cœur, ai-je murmuré. Je t'aime et je ne pars nulle part. Je le pensais sincèrement. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Ils vont aller en prison pour très, très longtemps. Ils ont tué notre bébé, dit Laetitia, la voix tremblante. Ils ne se souciaient pas que je sois enceinte. Ils m'ont drogué quand même. Attends, ils savaient, ai-je demandé, incrédule. Laetitia hocha la tête. J'ai fait l'annonce au travail la semaine dernière après que nous l'ayons découvert. Ils étaient tous là, avec tout le monde au bureau. Puis Laetitia se tourna vers la détective Hart. Enfermez-les pour toujours, grogna-t-elle, ses yeux brûlants de larmes qui roulaient sur ses joues. J'ai doucement tourné son visage pour qu'elle me regarde. Ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. La police et les procureurs ont cette affaire bien en main. Quand le détective Rain m'a parlé hier soir, il a dit que c'était une affaire en or pour le procureur. Nous devrons peut-être témoigner, mais au moins nous pourrons aider à les faire incarcérer si nécessaire. Tu as raison, dit Laetitia, prenant une profonde inspiration et essayant de se calmer. Nous avons déjà plus qu'assez de preuves, mais si tu montes à la barre et témoignes du fait qu'ils t'ont drogué après avoir découvert que tu étais enceinte, nous pourrions les faire incarcérer à vie. Je le ferai, répondit Laetitia avec un regard stoïque et d'une détermination d'acier, sa voix pleine de résolution. J'ai été libéré de l'hôpital ce jour-là et j'ai dû prendre un taxi pour retourner à la résidence chercher ma Mustang. Bill Walker m'a informé qu'il garderait la Prius de Laetitia en sécurité jusqu'à ce qu'elle vienne la récupérer. Je l'ai remercié, et il a semblé nerveux mais m'a assuré que je n'allais pas. Est-ce le poursuivre en justice, ni son entreprise. Il m'a cependant fait savoir quelque chose d'important, Steve, Laetitia et toi, vous êtes comme de la famille pour nous, mais quant à ces gars-là, ils ont déjà été licenciés pour faute grave. S'il te plaît, sois juste prudent. Leurs familles sont très riches. À quel point sont-elles riches, ai-je demandé, une froide appréhension s'installant dans mon ventre. Assez riches pour m'envoyer pas mal de contrats en échange de l'embauche de leur garçon comme employé, dit-il l'air coupable. Je jure devant Dieu que si j'avais su qu'ils étaient comme ça, j'aurais dit à leur famille d'aller se faire voir. Merci, Bill, ai-je répondu, utilisant son prénom plus qu'il me l'avait permis. Nous nous sommes serrés la main, et j'ai démarré ma Mustang pâle, partant de là. Ils ont dû garder Laetitia à l'hôpital pour la nuit, alors je suis rentré à la maison pour prendre d'autres vêtements et en prendre pour elle. Une fois mes affaires prêtes, je suis retourné à l'hôpital et j'ai monté le sac de nuit dans sa chambre. Merci, mon cœur, dit-elle avec un sourire étrange tandis que je posais son sac sur le petit canapé de sa chambre. De rien, ma belle, ai-je répondu avec mon propre sourire. Je me suis penché et je l'ai embrassé doucement. Je t'aime, ai-je murmuré. Moi aussi je t'aime, chérie, a-t-elle murmuré en retour tandis que nous appuyions nos fronts l'un contre l'autre. Et, quand tu iras mieux,
nous pourrons avoir un autre bébé, dis-je, toujours en murmurant mais avec un léger sourire cette fois. J'étais encore déchiré à l'intérieur, mais je devais être fort pour nous deux. J'avais traversé des moments difficiles dans ma vie au fil des ans, la mort de l'un de mes meilleurs amis étant l'un de ces moments. Laetitia a ri malgré elle, un sourire tirant ses lèvres même au milieu de la situation. Oui, on pourra, n'est-ce pas, dit-elle doucement, un sourire se formant. Et avec ces types derrière les barreaux pour les 20 à 25 prochaines années, nous n'aurons plus à nous en soucier. J'ai hoché la tête sagement. Son sourire s'est illuminé, et ce sourire radieux était l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais tant. C'est une des raisons pour lesquelles je t'aime, mon cœur, dit-elle. Tu m'empêches de tomber, ou si tu ne peux pas me rattraper à temps, tu m'aides à me relever et tu me serres fort. De même, ma chérie, ai-je répondu en l'embrassant tendrement. Je suis resté avec elle toute la journée, et quand l'infirmière est venue me dire que les heures de visite étaient terminées, j'ai clairement fait savoir qu'aucune force sur terre ne me séparerait de ma femme. J'ai fini par dormir sur ce petit canapé dans sa chambre pour pouvoir être là quand elle aurait besoin de moi. Le lendemain matin, je l'ai emmenée chercher sa Prius et l'ai suivie chez elle. Au cours des 2 semaines suivantes, nous nous sommes aidés mutuellement à traverser notre crise émotionnelle. Je la serrais simplement contre moi la nuit tandis que nous dormions dans les bras l'un de l'autre. Lorsque l'audience d'inculpation des 5 agresseurs a eu lieu, nous y avons assisté ensemble, côte à côte. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, nous attendant à ce que les inculpations soient prononcées, prêts à offrir notre témoignage si nécessaire. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'aggraver notre cauchemar. Les 5 agresseurs ont obtenu des accords de plaidoyer pour des accusations moindres, y compris des voies de faits graves et plusieurs délits, y compris la distribution d'une substance contrôlée. Ma colère a grandi avec chaque tape sur les doigts de sentence que le juge a prononcée aux hommes qui avaient agressé ma femme. Aucun d'entre eux n'a servi plus de 90 jours en prison de comté. Laetitia a pleuré tandis qu'ils sortaient pour purger leur peine, et nous avons dû trouver du réconfort dans le fait qu'ils avaient maintenant des casiers judiciaires, rendant difficile pour eux de trouver du travail à leur sortie. Puis Jim, le chef de la bande d'agresseurs, s'est penché vers nous et a ricané à Laetitia, « Ce n'est pas fini », a-t-il ricané. On va recommencer avant que tout ne soit terminé, et cette fois, personne ne viendra te sauver. Avant même que j'y pense, j'ai bondi et j'ai asséné un coup de poing à cette ordure si fort que j'ai senti ses dents céder sous mes phalanges. Mes mains et mon visage avaient guéri, et bien que mes côtes. Mes blessures étaient encore sensibles, mais je me sentais beaucoup mieux qu'il y a 5 semaines. L'instant d'après, les agents me maîtrisaient, et j'ai lancé un regard noir à Jim alors qu'il était emmené hors de la salle d'audience. Son dernier regard noir m'a dit que ce n'était pas fini, et mon propre regard lui a répondu qu'il avait raison. Après avoir passé 3 jours en prison pour voie de fait mineur, j'ai été libéré. J'ai plaidé sans contester les accusations et le juge, heureusement, a été suffisamment compréhensif pour me donner la peine minimale. Oui, c'était un juge différent de celui qui avait traité l'affaire d'agression. Environ un mois plus tard, les choses ont commencé à revenir à la normale à la maison, ou du moins, aussi normale qu'elles pouvaient l'être après tout ce que nous avions traversé. Nous avons tous les deux repris le travail, mais pour ma part, je ne faisais que le strict minimum pour que mon patron me laisse tranquille. « Bébé, il faut qu'on parle », a dit Laetitia un soir après le dîner. « Je suis désolé, ma chérie », ai-je répondu, sentant la tristesse et le désespoir refaire surface. C'était comme une blessure à peine cicatrisée qui, d'un petit coup, recommençait à saigner. Son expression s'est adoucie et elle a tendu la main vers la mienne. « Non, bébé, tu n'as aucune raison d'être désolé. C'est moi qui devrais m'excuser, » a-t-elle dit, sa voix pleine d'amour et de compréhension. « Je t'aime, Steve. Je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi. » Elle a souri, et le soulagement qui m'a envahi m'a presque fait manquer le sens véritable de ces mots. « Tu veux dire ?» ai-je demandé, mon sourire s'élargissant. « Oui » a-t-elle répondu. Nous avions passé presque 2 mois entiers sans intimité, et je pouvais dire, à son langage corporel, que Laetitia était plus excitée qu'elle ne l'avait été au cours des 3 derniers mois. Il y avait aussi une raison pratique à cette attente, la possibilité que l'un des 5 agresseurs ait une MST. Laetitia avait fait faire une batterie complète de tests, y compris le nouveau test VIH qui pouvait détecter le virus en 30 jours. Heureusement, et je remercie Dieu chaque nuit, elle était totalement saine. Et bien qu'elle ne se souvienne pas beaucoup de l'agression, étant donné qu'elle avait perdu connaissance à cause des drogues qu'il lui avait administrées, nous avons fait l'amour cette nuit-là, longuement et lentement, réaffirmant notre amour l'un pour l'autre. Le lendemain matin,
je me suis éloigné d'elle et elle m'a simplement regardé, les yeux vitreux, souriant. J'ai souri en retour. Si ce n'était pas pour les gargouillements dans notre estomac, je pense que nous l'aurions refait, ou du moins essayé. Nous avons préparé le petit déjeuner et avons mangé en silence, nous souriant mutuellement et finalement riant alors que nos sourires s'agrandissaient. Après le petit déjeuner, nous avons pris une douche, nous sommes lavés le dos mutuellement et sommes retournés au lit. Une fois confortablement installés, elle a finalement parlé. Je veux que nous essayions à nouveau d'avoir un bébé. Le veux-tu toujours, a-t-elle demandé. Toujours, ma belle, ai-je répondu, la serrant fort et l'embrassant doucement sur les lèvres. J'avais pris un mois de vacances de mon travail, principalement pour passer du temps avec ma femme, mais j'avais réservé une journée pour moi. Je n'avais pas oublié ce qu'ils avaient fait et je ne leur pardonnerai jamais. Les peines légères avaient été un coup dur, un affront pour Laetitia et moi. Oh, ce juge allait lui aussi avoir son compte. Mais d'abord, Jeffrey avait un rendez-vous avec la faucheuse. Le suivre était très facile. Son appartement était toujours payé avec l'argent de maman, et maintenant qu'il était sans emploi, cela faisait de lui une cible facile. Il ne m'a jamais vu arriver. Quand je l'ai frappé avec le pistolet à impulsion électrique, il est tombé comme un sac de patates, se convulsant sur le sol. Je n'ai pas perdu de temps pour le menotter à une chaise, lui attachant les chevilles et les poignets. Puis j'ai trouvé une paire de sous-vêtements usagés dans son panier à linge et j'ai fourré ces sous-vêtements dans sa bouche. Une fois bâillonné, un calme m'a envahi. Je savais que je franchissais une limite, mais la justice avait été refusée depuis bien trop longtemps. Il a fallu encore quelques minutes pour qu'il reprenne connaissance. Quand ce fut le cas, il a rapidement évalué sa situation et, en me voyant assis sur une chaise, penché en avant sur le dossier, il s'est figé. « Bon retour, Jeff », ai-je dit, ma voix assez froide pour geler de la lave en fusion. Quand la reconnaissance a traversé son esprit, il a commencé à se débattre contre les menottes et à essayer de dire quelque chose malgré les sous-vêtements dans sa bouche. « Tais-toi et écoute », ai-je grogné. Il a arrêté d'essayer de parler, les yeux écarquillés de terreur. « Voici ce qui va se passer », ai-je poursuivi. « Si tu veux sortir d'ici vivant, tu feras exactement ce que je dis, quand je le dis. Tu comprends ? » Il a hoché la tête frénétiquement. « Bien. Je sais que tu t'es opposé à la façon dont tes frères de fraternité ont traité ma femme, cela signifie quelque chose. Mais tu as participé à son agression, et cela signifie aussi quelque chose. Les plateaux de la justice doivent être équilibrés, tu ne crois pas ? » Il m'a juste fixé, ses yeux rivés aux miens, son corps immobile. Lentement, il a hoché la tête. « Bien, mon gars, ai-je dit, ma voix toujours sans émotion. Dieu aime. Et témoin, il m'a fallu chaque once de maîtrise de soi pour ne pas t'arracher la tête à ce moment précis, mais j'ai besoin de toi. » J'ai fait une pause, le laissant assimiler mes paroles. « Voici le marché, Jeff, tu travailles maintenant pour moi. Ton salaire pour être à mon emploi est un jour de vie supplémentaire. Comme tu peux le voir, je porte des gants en latex, et il n'y aura aucune preuve d'ADN ou d'empreinte digitale de ma présence ici. J'ai aussi un alibi en béton au cas où tu voudrais me dénoncer à la police après la fin de notre petite réunion. Si tu fais ça, je reviendrai et te tuerai sans le moindre scrupule. On pourrait dire que travailler pour moi est une situation gagnant-gagnant pour toi, tu gagnes un jour de vie supplémentaire. » J'ai fait une nouvelle pause, le laissant digérer ce que je venais de lui dire. À son hochement de tête hésitant, je me suis levé et me suis placé devant lui. « Je vais te retirer ton bâillon maintenant. Si tu cries, je te tue. Tu comprends ? » Il a hoché la tête. J'ai retiré les sous-vêtements de sa bouche. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » a-t-il demandé, la voix tremblante une fois qu'il a pu parler. « Pour l'instant, je veux que tu me dises exactement comment toi et tes amis avez réussi à obtenir des accords de plaidoyer alors que les preuves étaient accablantes et qu'un témoignage oculaire potentiel aurait été une victoire assurée pour le procureur. » L'une des procureurs du bureau du procureur et de notre sororité sœur, a-t-il lâché. Jim l'a contacté et lui a demandé de convaincre le procureur que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Laquelle, ai-je demandé. Amanda Ramirez, a-t-il répondu, et j'ai rapidement noté son nom pour référence future. Mademoiselle Ramirez a d'une manière ou d'une autre convaincu le procureur que l'affaire n'était peut-être pas assez solide, a-t-il dit en haussant les épaules. Ne me demande pas comment, mais elle l'a fait. D'accord. Lequel de tes amis sortira ensuite, ai-je demandé, ma voix froide. Darren, Jacques et Larry sortent dans 2 semaines,
a-t-il dit, sa voix pleine d'appréhension. Jim est le seul à purger les 90 jours complets, car il était le cerveau et a assumé l'entière responsabilité. Eh bien, ce n'est pas gentil de sa part, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Si tu dis quoi que ce soit à l'un d'entre eux à propos de cette conversation, je te tue. Tu comprends? Oui, oui, a-t-il bégayé. Bien. Sois averti, Jeffy, ta vie ne tient plus qu'à un fil maintenant. Je vais te retirer les menottes. Rappelle-toi notre accord, tu travailles pour moi et tu vis. Des questions? Il a secoué la tête. Non, monsieur, a-t-il dit doucement. Je me suis levé et j'ai marché vers lui. Bien, ai-je dit, puis je l'ai frappé à nouveau avec le pistolet à impulsion électrique. Que dire? Je ne prenais aucun risque qu'il puisse reprendre du poil de la bête. Après avoir nettoyé toute trace de ma présence, j'ai quitté l'appartement et suis retourné à ma voiture, à l'autre bout du complexe. Quand je suis monté et que j'ai démarré le moteur, j'ai fermé les yeux un instant, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Certains disent que la vengeance est un vautour qui vous ronge jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il y a un vieux dicton qui dit que lorsque tu planifies ta vengeance, tu devrais creuser 2 tombes, une pour ton ennemi et une pour toi-même. Mais parfois, juste parfois, la justice a besoin d'un coup de main. Il ne s'agissait plus seulement de Laetitia et moi. Ils étaient dangereux pour toute femme qui ne céderait pas à leur charme. Laetitia savait que je préparais quelque chose. Je ne pouvais pas le lui cacher éternellement, alors je n'ai pas fait trop d'efforts. Quand elle m'a confronté, cela a mené à une conversation intéressante. « Qu'est-ce que tu prépares, Steve » a-t-elle demandé un soir après le dîner. « La justice, ma chérie » ai-je éludé. Elle m'a lancé ce regard, celui qui disait qu'elle voyait clair en moi. J'ai soupiré et j'ai décidé d'être honnête. Il ne s'agit plus seulement de toi et moi, bébé. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui les empêchera de faire la même chose à une autre femme sans méfiance? Qu'est-ce qui les empêchera de revenir s'en prendre à toi? Tu as entendu la menace de Jim au tribunal après sa condamnation. J'ai le sentiment qu'ils ne disparaîtront pas simplement après leur sortie, alors je mets des choses en place pour faire face à la menace une fois pour toutes. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Elle a serré la mienne en retour, une larme montant à ses yeux. « S'il te plaît, bébé, et si tu te fais prendre » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Je prends toutes les précautions possibles pour ne pas me faire prendre » ai-je dit. J'ai déjà un peu parlé à Jeffrey, et il travaille maintenant pour moi. Il n'a pas fallu grand-chose pour le monter contre ses anciens frères de fraternité, ai-je ajouté avec un léger sourire en coin. Elle a levé les yeux au ciel. Oui, ce petit serpent ferait n'importe quoi pour sauver sa peau. Il a été le premier à se retourner contre les autres, d'après ce que j'ai entendu de Malcolm. Malcolm Martin était le frère de Laetitia et un policier du SBPD. C'était un ancien marine, et bien qu'il ne puisse pas être directement impliqué dans l'affaire, il gardait ses oreilles ouvertes. C'était sa sœur qui avait été agressée, et nous avons enterré la hache de guerre après qu'il a découvert ce que j'avais fait aux 5 à la fête. Ce que je n'ai pas dit à Laetitia, c'est que très peu, voire aucun, des agresseurs. Je survivrai. J'avais tout planifié et envisagé différents scénarios, en tenant compte de tout ce qui pourrait mal tourner. Dans les 2 semaines suivant la libération de Jeffy, j'avais rédigé un script qu'il devait utiliser lorsqu'il contacterait ses amis de la fraternité après leur libération. Je le lui ai apporté la veille de leur libération. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé quand je lui ai tendu 2 feuilles de papier. « C'est ce que tu vas dire quand tu appelleras tes frères de fraternité » j'ai dit, ma voix plus froide que le cercle arctique. Il m'a regardé, perplexe. « Tu veux que nous planifions une vengeance contre toi? » Non, je veux que tu suives le script. Dans 1 semaine, Jim sortira aussi, c'est là que tu suivras le reste du script? L'as-tu mémorisé? Il lui a fallu 2 heures pour mémoriser ses répliques ainsi que les répliques de contingence que j'avais écrites au cas où il rencontrerait une résistance de la part de ses amis. Une fois qu'il a pu réciter le script 3 fois de suite, je l'ai repris. « Cela reste avec moi » j'ai dit. « Mais si j'oublie les répliques » a-t-il demandé. « Écris-les toi-même si tu veux, mais si tu rates ça, je devrais te virer » j'ai dit en mettant intentionnellement un ton menaçant dans ma voix. Il a dégluti. « D'accord, d'accord, je le ferai. Mais une fois que tout sera fini, on sera bien, n'est-ce pas ?» Je l'ai fixé d'un regard froid. « Je ne te mentirai pas, Jeffrey. Nous ne serons jamais bien,
quoi qu'il arrive. Tu as participé à l'agression de ma femme, certes tu t'y opposé au début, mais finalement, tu as suivi le plan de Jim. Il a été surpris par mes mots. Comment as-tu su? Je sais beaucoup de choses. Je sais aussi que tu as dénoncé tes amis de la fraternité si vite que ça a fait tourner la tête des flics. Tu ne veux vraiment pas qu'ils le découvrent, n'est-ce pas? J'ai souri, mon visage dur et froid. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé d'avoir accepté ce qui est arrivé à Laetitia. Je suis désolé pour ce que je lui ai fait, et à toi aussi. Je l'ai toujours aimé, a-t-il dit, les larmes aux yeux, non pas à cause de la menace, mais par culpabilité. Eh bien, tu ne l'aimais pas assez pour ne pas y consentir, j'ai dit en me levant et en pliant le script pour le mettre dans ma poche. Tu ne l'aimais pas assez pour la prévenir que ça allait arriver. Garde tes excuses pour quelqu'un qui pourrait te pardonner, comme Dieu peut-être. Le pardon pour ce que tu as fait dépasse mes attributions. N'oublie pas, après que tu les auras fait venir, tu m'appelles et tu me fais savoir que c'est en marche. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et j'ai quitté son appartement. Quand je suis rentré de ma visite du samedi après-midi, Laetitia faisait les 100 pas. « Bébé, ça va ?» j'ai demandé en voyant l'inquiétude sur son visage. « J'ai peur, Steve. Jim sort dans une semaine et je ne sais pas ce que nous ferons s'il revient, » s'est-elle exclamée, puis elle a recommencé à pleurer. J'ai serré Laetitia contre moi et j'ai doucement caressé son dos. « Chérie, tu me fais confiance ?» j'ai demandé doucement. « De toute ma vie, mon amour ?» a-t-elle répondu, ses lèvres pulpeuses tremblantes. « Alors fais-moi confiance quand je dis que Jim et ses amis ne te toucheront plus jamais ?» j'ai dit en souriant et en plongeant mon regard dans ses yeux bruns profonds. « Merci. Mais peux-tu me dire exactement ce que tu vas faire pour qu'ils nous laissent tranquilles ?» a-t-elle demandé, sa voix pleine d'inquiétude. Comment pouvais-je répondre à cela? Je ne pouvais pas mentir, mais je ne pouvais pas non plus être entièrement transparent sans la faire me prendre pour un monstre. Elle avait déjà tellement souffert et l'idée qu'elle s'inquiète davantage de ce que j'avais à faire était insupportable. Que pouvais-je lui dire pour l'apaiser tout en la protégeant? Elle a senti mon hésitation. « Qu'est-ce que tu vas faire, bébé ?» a-t-elle demandé, l'expression inquiète revenant sur son beau visage. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas demandé d'ordonnance de protection pour moi-même, j'ai dit doucement. Je veux qu'il soit à un certain endroit, à un certain moment. Jeffrey m'aide avec ça. Les autres étaient tous à bord du plan de Jim depuis le début. Il faut s'occuper d'eux de façon permanente. Ses yeux se sont écarquillés. Tu vas les tuer. S'est-elle exclamée. J'ai hoché la tête, le cœur lourd. Je t'aime trop pour les laisser t'approcher à nouveau, Laetitia. Je ne peux pas rester là et les laisser courir libres. Ils pourraient t'attraper au supermarché ou en allant et revenant du travail. Jim est le cerveau, donc je suis sûr qu'ils ne viendront pas après toi ou moi avant qu'ils ne sortent. Ma voix s'est brisée tandis que je frissonnais. Oui, j'avais considéré ce qui pourrait m'arriver si je les tuais. Quand je les tuerais, la culpabilité n'était pas un facteur. Mais si j'y prenais trop de plaisir? Et si, après les avoir tués, je voulais tuer plus de gens? Ils le méritaient pour avoir agressé ma femme et s'en être tiré. Mais si quelqu'un d'autre faisait du tort à ma femme ou à moi de manière triviale? Que se passerait-il alors? J'avais considéré toutes ces choses, et si le pire arrivait, je renoncerais à tout ce que j'avais pour garder Laetitia hors de danger. Il n'y avait qu'une seule solution à ce problème. J'en avais parlé à Malcolm pendant ma phase de planification, car il avait servi en Afghanistan et en Irak et y avait tué des terroristes. Je lui ai demandé ce que ça faisait de tuer un homme. Quand je lui ai demandé ça, il a su ce que je préparais. Il m'a confronté, et je lui ai dit platement et froidement ce que je venais de dire à Laetitia, je ne prendrai aucun risque avec ça, Vinny ne la laisserait exposer à une autre agression de la part de ces individus. Je ne vais pas te mentir, mec. Ce n'est pas ta faute si ça s'est passé. Bon sang, tu as fait plus que la plupart des hommes. Tu t'es mesuré à 5 gars pour défendre Tisha et tu leur as botté le cul. Ça compte beaucoup pour nous. C'est ma sœur, mais c'est aussi ta femme. Je ne vais pas te mentir non plus, a continué Malcolm. Tu es un homme, ça te change. Il m'a fallu un temps fou pour m'y faire. Certains gèrent mieux ça que d'autres. Ça aide, du moins ça m'a aidé aussi, ceux que tu tues sont purement diaboliques. Je ne vais pas te dire de ne pas le faire, Steve. Pour autant que je sache, tu rendrais service au monde. Ce que je te dis, et tu ferais bien d'écouter,
c'est que tu dois considérer tout très attentivement. Pense à ce que ça te fera. Pense à la façon dont ça pourrait affecter Tisha. Vas-tu lui dire? Il a finalement pris une inspiration, après m'avoir fait la leçon tout en me disant qu'il n'allait pas m'arrêter. Il a ajouté, si elle me demande directement, je ne lui mentirai pas. J'espère juste qu'elle pourra comprendre ce que je dois faire. J'étais content qu'il ait compris, du moins. J'ai souri, bien qu'un peu amèrement. Riley, jusqu'à il y a quelques mois, ne s'était toujours pas habitué à moi, même si Laetitia et moi étions ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 4 d'entre eux. Eh bien, je ne peux pas dire officiellement que je suis d'accord avec la justice des justiciers, Steve, mais d'après ce que tu as dit et ce que je sais déjà du jeu de Jim, je sais que si tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, tu me le fais savoir. Il a hoché la tête comme pour dire qu'il aiderait, quel que soit mon plan. Merci, Mal. Je ne peux pas te laisser faire ça, cependant. Si tout ça tourne mal, je ne peux pas être responsable de te mettre en difficulté, j'ai dit en tendant la main pour lui serrer la main. Ça compte beaucoup pour moi que tu fasses ça, quand même. Il a souri. Frère, je sais que je ne t'ai pas donné une chance équitable pendant des années, mais je respecte l'homme que tu es maintenant. J'ai toujours été cet homme, Mal. Je mourrai avant de laisser quelqu'un blesser Laetitia à nouveau. Merci de comprendre. Pas de problème, mec. Bon sang, je mentirais si je disais que je ne voulais pas m'occuper moi-même de ces salauds, tu comprends? Oui, monsieur. D'accord, je ferai mieux de retourner au travail. À plus. Nous nous sommes serrés la main à nouveau. L'expression de tristesse et de peur sur le visage de Laetitia m'a transpercé le cœur. Et l'ordonnance restrictive, a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Ce n'est qu'un bout de papier. Ça n'arrêtera pas les balles et ça ne l'empêchera pas de t'atteindre quand il n'y aura pas de flics autour, j'ai répondu avec conviction, en secouant lentement la tête. Tu as entendu sa menace, chérie. Tu sais déjà de quoi il est capable. Je ne lui donnerai pas une autre chance de t'atteindre. Je ne peux pas, j'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration. Et s'il, lui et ses amis, s'en prennent à une autre femme? Que alors? Tu sais aussi bien que moi qu'il y a une forte probabilité qu'ils agressent quelqu'un d'autre, et je ne peux pas permettre ça. Je préférerais avoir la mort de 5 salauds sur ma conscience que de les laisser blesser une autre femme. Leurs parents les tireraient encore d'affaire et le cycle continuerait. Nous étions toujours enlacés, mais Laetitia. Assez doucement retirée, se tenant les mains sur les hanches. Elle a lentement secoué la tête en réfléchissant à tout ce que je venais de dire. Jusqu'à ce que tout cela commence, je n'aurais jamais pensé vouloir tuer quelqu'un, encore moins 5 personnes. Je n'aurais jamais imaginé ressentir autant de haine pour qui que ce soit. Je n'avais pas prévu de les tuer jusqu'à ce que Jim nous menace. Elle a levé les yeux vers moi, son regard se fixant sur le mien. Elle a fait un pas en avant, a tendu la main et a tiré mon visage vers le bas pour que nos lèvres se rencontrent dans un baiser doux et réconfortant. Sa voix, bien que brisée, était remplie d'une détermination d'acier. « Venge notre bébé, Steven », a-t-elle chuchoté. « Fais ce que tu as à faire. Je t'aime. » « Je t'aime aussi, chérie », j'ai dit doucement, le cœur lourd du fardeau que j'étais sur le point de porter. Nous sommes allés au lit ensemble cette nuit-là, nous tenant l'un l'autre. Laetitia s'est endormie rapidement, mais moi, je n'y arrivais pas. Je fixais le plafond, mon esprit passant en revue tous les scénarios possibles qui pourraient mal tourner en traitant avec ces individus. Au moment où je me suis finalement endormi vers 3 heures du matin, j'ai senti que j'avais préparé toutes les éventualités. La zone de mise à mort était prête, le plan était en place. Jeffrey était mort de peur, puisqu'il ne savait pas comment. Je savais tant de choses sur le fait qu'il avait dénoncé ses frères de fraternité pendant l'interrogatoire de police. Je ne l'avais pas dit ouvertement, mais je lui avais laissé la nette impression que je connaissais tous ses faits et gestes. La scène était prête et l'acte final était sur le point de commencer. Le week-end suivant, dimanche après-midi, Jeffrey m'appela. J'ai appelé tous les gars, y compris Jim, exactement comme tu l'as demandé. Ils seront à l'entrepôt dans 1 heure, Steve, dit-il, sa voix tendue. Je suis sur le point de partir pour les rejoindre. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils seront là sous peu. Bien, répondis-je, ma voix neutre. Je m'habillai d'un jean, d'un t-shirt, d'un coupe-vent et de bottes à embout d'acier, tout ce qui serait brûlé avant la fin de la journée, mais cela me convenait parfaitement. Je levai les yeux et vis Laetitia, debout, le visage empreint d'inquiétude.
c'est l'heure, demanda-t-elle. Oui, répondis-je. Je me levai et la pris de nouveau dans mes bras. Quoi qu'il arrive, mon amour, souviens-toi toujours que je t'aime. Je t'aime aussi, chérie, sois juste prudent et reviens-moi, dit-elle avec un triste sourire, une larme coulant sur son visage. J'essuyai doucement la larme de sa joue. Plus de larmes, bébé. Ces fils de pute méritent tout ce qu'ils vont recevoir aujourd'hui. Oui, ils le méritent, dit-elle doucement, la voix douce, mais toi, crois-tu vraiment pouvoir vivre avec ce que tu t'apprêtes à faire pour nous protéger et venger notre enfant? Oui, répondis-je doucement. J'ai tout préparé, mais je dois y aller. Je dois être là pour déclencher le piège. Elle gloussa doucement. Vas-y, mon tigre. Je lui donnai un baiser ardent, nos langues dansant passionnément avant que je ne m'éloigne. Je saisis le grand sac de sport rempli des objets que j'allais utiliser. Je le ferai, bébé, fis-je en hochant la tête, me tournant vers la porte. Je sortis vers ma Mustang qui m'attendait et démarrai le moteur V8. Mon esprit se tourna de nouveau vers l'Apocalypse 6h08. Je souris, réalisant l'analogie, j'étais devenu sourd, du moins en ce qui concernait ces salauds. Je roulais à la limite de vitesse jusqu'au vieil entrepôt abandonné, me garant du côté opposé à celui par lequel les autres entreraient. Je m'assurai que ma voiture était bien cachée pour qu'ils ne la voient pas et compris que la partie était lancée. Me glissant à l'intérieur, je montai sur les passerelles et me positionnai, observant à travers une fenêtre sale. Mon sac de sport était posé à côté de moi et je vérifiais mon équipement, un taser à longue portée avec 2 pointes barbelées, un pistolet paralysant pour les rencontres rapprochées, 3 rouleaux de ruban adhésif toilé, une boîte de gants en latex dont une paire que je portais déjà, une batte de baseball Louisville Slugger, des pincettos, une cisaille coupe-boulon de taille moyenne, un petit chalumeau et, enfin et surtout, une petite télécommande pour le piège, et tous les salauds étaient en position. Je regardai par la fenêtre et vis une voiture s'engager sur le parking d'en face. C'était Jeffrey. Il sortit de son véhicule et s'y adossa, allumant une cigarette. Le suivant à arriver fut Darren, qui se gara juste à côté de Jeffrey. Il sortit également et serra la main de son frère de fraternité. Ils commencèrent à parler, ignorant ce qui les attendait. Jeffrey semblait nerveux en parlant, mais Darren, un grand gaillard, ne sembla pas déceler son malaise. Puis Jacques et Larry arrivèrent dans le même monospace. Quand ils se dirigèrent pour rejoindre Jeffrey et Darren, mon informateur sembla se calmer un peu. Le dernier à arriver fut bien sûr Jim. Après avoir étreint et serré la main de son équipe d'assaut, Jeffrey les conduisit de l'autre côté de la rue et dans l'entrepôt où j'avais mis en marche la phase suivante. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage et je pus entendre leur conversation. Je sais avec certitude qu'il n'y a personne qui surveille cet endroit, dit Jeffrey. J'ai déjà vérifié. Attends, ce salaud t'a surveillé, demanda Jim. Ouais, je crois qu'il a peur qu'on s'en prenne à sa femme à nouveau, rit Jeffrey nerveusement. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris un chemin détourné pour venir ici, j'ai continué à vérifier derrière moi, personne ne m'a suivi. Il ferait mieux de ne pas l'avoir fait, intervint Darren. Ils ne l'ont pas fait. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, il est isolé et nous pouvons parler librement ici. J'ai trouvé plusieurs micros dans mon appartement. Putain, cette tête doit être parano ou quelque chose comme ça, rit Jim. Ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai une idée de comment réussir ça. Sur ce, ils entrèrent dans le bureau du 2e étage. Entrez dans mon salon, murmurai-je sous mon souffle, appuyant sur le bouton rouge de la télécommande. 3 choses se produisirent simultanément, la porte du bureau se claqua et se verrouilla, les projecteurs que j'avais installés s'allumèrent vivement, et les 6 batteries de voiture Duralast Gold envoyèrent simultanément 12 volts à 50 ampères dans le plancher métallique du bureau pendant 4 secondes. Je ne voulais pas les tuer tout de suite, juste les assommer. Une fois cela fait, je me dirigeai vers la porte qui s'était déverrouillée lorsque je relâchai le bouton de la télécommande. J'entrai rapidement et traînai chaque trou du cul sur une chaise métallique placée en demi-cercle. Une fois assis, je scotchai leurs poignets aux accoudoirs des chaises et leurs chevilles aux pieds avant des chaises. Il fallut un rouleau entier de ruban adhésif toilé et environ un tiers d'un 2e rouleau pour s'assurer qu'ils étaient solidement ligotés. Quand j'eus terminé, ils étaient bel et bien attachés et ne seraient libérés que si, ou quand, je le déciderais. Je vérifiai toutes leurs poches et trouvai un .32 dans la veste de Jim. C'était une aubaine, 6 coups dans le chargeur. Je quittai le bureau, revins avec une autre chaise et m'assis pour attendre qu'il se réveille. Le premier à reprendre conscience fut Jim.
Il regarda mon sourire sinistre et se mit immédiatement à crier « Lâche-moi, petite merde. Affronte-moi à la loyale au lieu de me frapper par derrière, et on verra qui est le meilleur homme », grogna-t-il bruyamment. « Si vous n'aviez pas agressé ma femme, rien de tout cela n'arriverait, » dis-je, ma voix froide comme la glace. « Tu te rends compte de ça, n'est-ce pas ?» Il se figea un instant, puis regarda ses liens. « Tu es trop bien attaché pour te libérer, n'est-ce pas ? » « Oh, et j'ai ton petit jouet ici, » dis-je en lui montrant le point 32, maintenant fermement dans ma main gantée de latex. « Écoute, mec, on peut négocier, personne n'a à mourir, » dit-il, son ton changeant rapidement alors qu'il réalisait la situation dans laquelle il se trouvait. « Mon enfant à naître n'avait pas à mourir non plus, » dis-je en me levant de ma chaise. Je pressai le canon de l'arme entre ses yeux. Un calibre .32 n'est pas le meilleur des pistolets, très peu de pouvoir d'arrêt et pas très précis. Cependant, puisque tu as des balles à pointe creuse ici, je doute sérieusement que tu survivrais si je te tirais en plein entre les yeux. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il commençait à implorer pour sa vie. « S'il te plaît, mec, on ne savait pas qu'elle était enceinte, ou on n'aurait jamais fait ça. Je le jure sur la tombe de ma mère. » « Tu savais, » dis-je froidement. « Vous saviez tous. » Je me penchai plus près. « D'ailleurs, ta mère est toujours en vie. Puisque vous avez tué mon enfant, je pourrais bien aller la tuer après avoir fini avec toi. » Son visage se tordit de peur et il commença à sangloter. « Vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est de recevoir le plus beau cadeau sur Terre, la nouvelle que vous allez être père puis de voir ce cadeau vous être arraché à peine une semaine plus tard, n'est-ce pas ?» Ces cris remplirent la pièce, mais cela n'avait pas d'importance. Le bureau insonorisé garantissait que personne ne viendrait chercher. Le garde de sécurité de la propriété ne vérifiait les lieux que les mercredis et samedis, et le portail ouvert n'était jamais fermé, les trous dans la clôture jamais réparés. Je retirai l'arme de son front et regardai le reste de l'équipe qui commençait à bouger. Mon mouchard reprenait également ses esprits. Je jetai un nouveau coup d'œil au visage génial de Jim. « Comment penses-tu que je savais que tu serais ici, Jimbo ?» demandai-je avec un sourire narquois. « Allez, tu es un gars intelligent, tu peux trouver. » Jim eut l'air confus un instant, puis une reconnaissance grandissante se répandit sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent et il lança un regard venimeux à Jeffrey. Jeffrey se recroquevilla sous l'intensité du regard de Jim. « N'ayez pas l'air si choqué, » dis-je en regardant les visages stupéfaits des agresseurs restants. En récompense de son aide, j'ai décidé de lui offrir une fin rapide et relativement indolore. Je lui ai aussi épargné l'horreur de vous voir mourir chacun. Je me tournai vers Jeffrey, qui était toujours affalé sur sa chaise. Malheureusement, Jeffy, j'ai bien peur de devoir te laisser partir. Sur ce, la balle éclaboussa le cerveau de Jeffrey sur tout le mur. Je regardais son corps sans vie s'affaisser, le sang coulant sur le sol. Je regardais les autres hommes. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Aucun d'eux ne dit un mot, alors je m'assurai qu'ils comprenaient, vous êtes ici parce que vous avez agressé ma femme. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez mourir. Vous allez mourir parce que non seulement vous avez donné à ma femme une dose potentiellement mortelle de stupéfiants, mais vous avez aussi fait perdre notre enfant à Laetitia. Cette drogue a fait perdre à ma femme que vous saviez tous enceinte la chose la plus précieuse au monde pour nous, criai-je la dernière partie, ressentant le poids de chaque mot. C'est pourquoi vous allez mourir. J'avais prévu de les torturer, de les faire crier jusqu'à ce que leur corde vocale lâche, mais j'ai alors réalisé que je ne pouvais pas. Je pouvais les tuer, mais je ne pouvais pas les torturer. Je me disais qu'ils subiraient suffisamment de tourments en enfer, et quand je mourrais, je serais sûr de les y retrouver. Jeffrey étant mort, je me tournai vers Darren. Je pointai le petit point 32 sur lui. « S'il te plaît, mec, » supplia-t-il, la voix tremblante. C'était l'idée de Jim. Il essaya de jeter Jim sous le bus, mais je n'écoutais pas, tu y as participé de plein gré, n'est-ce pas, dis-je, ma voix froide. Tu as agressé ma femme avec tes frères de fraternité. Tu as aidé ma femme à perdre notre bébé. Je pressai la gâchette. La tête de Darren fut projetée en arrière, un mince filet de sang jaillissant de son front. Sans hésitation, je me suis tourné vers Jacques. Il s'est mis à supplier et à pleurer, mais je ne pouvais pas laisser ses supplications m'atteindre. Ma femme n'aurait même pas pu te supplier d'arrêter, puisqu'elle était inconsciente tout le temps. J'ai tiré 2 fois, une dans la poitrine, une dans la tête. 5 balles pour des corps. J'ai baissé les yeux vers Jim.
Il te reste une balle et tu n'avais pas de chargeur de rechange, lui ai-je dit sur un ton de conversation, comme si nous parlions du temps qu'il faisait. Je vais te dire quoi, ai-je poursuivi, attends ici. Je suis sorti du bureau et j'ai débranché les batteries de voiture des câbles sous le plancher. Je suis revenu à l'intérieur avec un pistolet paralysant et j'ai frappé Jim avec suffisamment de volts pour le faire s'évanouir. J'ai défait le ruban adhésif de ses poignets et chevilles, puis j'ai sorti mon propre pistolet, un Springfield XD40, de l'arrière de ma ceinture. Une fois qu'il était dans ma main, j'ai placé son petit 32 à côté de sa main et j'ai reculé vers la porte. Il n'a fallu que quelques instants avant qu'il ne reprenne conscience, groggy et désorienté. Il a vu le pistolet à côté de lui et l'a saisi. Réfléchis très attentivement avant de décider d'utiliser cette dernière balle, l'ai-je averti. Il s'est figé, ses yeux s'écarquillant en voyant le pistolet de gros calibre pointé fermement entre ses yeux. « Tu me donnes une chance ?» a-t-il demandé, plein d'espoir. « Si tu veux appeler ça comme ça, ai-je répondu. Ce pistolet n'est pas enregistré, acheté par un ami à moi en Arizona, ce qui signifie que les flics n'auront aucune balistique enregistrée à son sujet. Mais ce pistolet que tu as là, il a été acheté dans la rue, probablement à un membre de gang. Suis-je proche ? Les yeux de Jim se sont agrandis alors que la réalisation lui venait. Ne dis rien, Jimbo, ai-je dit, gardant un ton égal, écoute juste. Il te reste une balle dans cette arme. D'après le carnage déjà présent ici, tu risques des peines de prison à vie consécutives pour avoir tué ton propre équipage, peut-être même la peine de mort puisque tu les as tués alors qu'ils étaient attachés à leur chaise. Tu peux prendre le risque que les flics te croient, toi, un gars avec un casier judiciaire long comme le bras, ou tu peux fuir. J'ai marqué une pause pour les faits. Attends, en fait, tu ne peux pas fuir ça. Tu vois, je viens d'utiliser un téléphone jetable pour signaler anonymement que des coups de feu avaient été tirés et que j'avais vu un homme grand entrer dans l'entrepôt peu de temps avant les 10 coups de feu. Je leur ai donné ta description exacte. Tu es sorti de PR. Ils ont ce matin, qu'est-ce que tu penses que les flics vont penser? Jim a regardé le pistolet dans sa main, puis mon propre pistolet toujours pointé entre ses yeux. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, m'a-t-il grogné. Tu as deux choix, Jim, ai-je dit calmement. Tu peux me tirer dessus ou tu peux utiliser la balle sur toi-même, parce que quand je quitterai ce bureau, la porte se fermera et se verrouillera automatiquement. Bien sûr, les flics devront la défoncer quand ils arriveront, mais je doute sérieusement qu'ils croient à ton histoire. Sur ce, j'ai reculé hors de la pièce, mon sac de voyage sur l'épaule, le pistolet toujours pointé sur le front de Jim. Il est resté figé, piégé par ses propres choix. Une fois dehors, j'ai appuyé sur le bouton pour fermer et verrouiller la porte du bureau. Je suis resté là pendant bien 10 minutes, puis j'ai haussé les épaules et je me suis retourné pour partir. Alors que je le faisais, j'ai entendu un coup de feu étouffé de l'intérieur du bureau. Je me suis retourné et j'ai regardé à travers la fenêtre sale. Jim avait le pistolet dans la bouche et l'arrière de sa tête était un désordre sanglant. Eh bien, il n'a jamais réalisé que je bluffais à propos d'appeler les flics. Ce ne serait pas avant mercredi au plus tôt, lorsque le gardien de sécurité de la propriété ferait ses rondes, qu'il serait découvert. J'ai démonté tout ce que j'avais installé, en commençant par les batteries de voiture, puis le ferme-porte automatique et le verrouillage automatique. Une fois que tout a été démonté, j'ai traîné l'équipement jusqu'à ma voiture et je l'ai jeté dans le coffre. Quand j'ai eu fini, j'ai réalisé à quel point je me sentais étrangement calme. J'ai roulé jusqu'à la maison en pilote automatique, engourdi par ce que j'avais fait et le choix que j'avais laissé à Jim. S'il m'avait visé avec son arme, je lui aurais fait sauter la cervelle avec les balles à pointe creuse du XD. Je savais que c'était un risque, mais je savais aussi que Jim était un salaud arrogant et égoïste qui n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il avait fait 90 jours au comté, il n'aurait pas duré longtemps en prison fédérale. Quand je me suis garé dans l'allée et que j'ai porté mon sac à l'intérieur, je me suis finalement autorisé à ressentir quelque chose. La porte s'était à peine fermée que je me suis effondré sur les genoux, la tête basse. La fatigue m'a frappé comme un camion, tout mon corps tremblait. « Bébé » dit Laetitia, sa voix hésitante alors qu'elle entrait dans le salon depuis la cuisine. « Oui, je suis là » ai-je répondu d'une voix tremblante. « Oh mon Dieu, chérie » s'écria-t-elle, tombant à genoux à côté de moi. Elle a passé ses bras autour de mon cou et m'a serré fort alors que je perdais enfin le dernier contrôle que j'avais sur mes émotions. Je n'avais jamais tué personne auparavant, mais en l'espace de quelques minutes, j'avais ôté 4 vies et forcé un homme à prendre la sienne.
4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Tiens bon, chérie, murmura doucement Laetitia. Elle s'est levée, a pris son téléphone portable et a composé un numéro. Je ne pouvais pas distinguer ce qu'elle disait, mais si elle appelait les flics pour qu'ils viennent me prendre, je ne lui en aurais pas voulu. Je l'ai regardée, des larmes aux yeux. C'est fait, ai-je murmuré. Je sais, chérie, c'est bon, dit-elle, ses propres larmes menaçant de tomber. Elle m'a serré à nouveau et je me suis accroché à elle comme si elle était ma seule bouée de sauvetage. Ils ne peuvent plus te faire de mal ni à personne d'autre, ai-je dit, la voix lourde d'émotion. C'est bon, dit-elle doucement, viens à table. Le dîner est prêt et j'ai cuisiné ton plat préféré. Elle s'est levée et je me suis levé avec elle, tenant sa main alors qu'elle me conduisait à la salle à manger. Une fois assis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, et je me suis retourné pour voir Malcolm marcher vers moi, l'air inquiet. Ne t'inquiète pas, mec, dit-il en me tapant sur l'épaule. Quoi qu'il arrive, ça ne retombera pas sur toi. J'ai connu ça. Si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. La famille passe avant tout, frère, et ta famille. J'ai tout avoué à Malcolm et Laetitia. Alors que je déchargeais mon âme, j'ai senti un poids se soulever de moi. Malcolm a écouté attentivement, tout comme Laetitia. Quand j'ai eu fini, elle m'a serré fort et m'a embrassé doucement. Merci, Steve, dit Malcolm, acquiesçant avec respect. La vie a lentement commencé à revenir à la normale. J'avais beaucoup de jours de vacances au travail, alors j'ai pris 4 semaines de congé. Laetitia a fait de même et nous sommes allés à Hawaï pour une seconde lune de miel. C'est là que j'ai finalement trouvé une certaine paix avec ce que j'avais fait. Laetitia savait aussi que le poids des derniers mois ne nous quitterait jamais complètement, mais qu'ensemble nous trouverions un moyen de guérir. C'est vrai, lorsque nous sommes rentrés de nos vacances à Hawaï, Laetitia a commencé à avoir des nausées matinales. Un rapide voyage chez son gynécologue a confirmé qu'elle était bien enceinte une fois de plus. Cependant, le médecin a averti que la fausse couche avait également augmenté ses chances de perdre le bébé cette fois-ci. Pourtant, nous étions fous de joie. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons ressenti de l'espoir. Nous avions mis nos démons au repos, à la fois au sens figuré et au sens propre. Malcolm a tenu parole, rien n'est retombé sur moi concernant les meurtres dans l'entrepôt. L'histoire officielle était que Jim avait découvert que Jeffrey était une taupe et que, pris d'une crise de paranoïa, il avait tué le reste de son équipage. Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a retourné l'arme contre lui-même. Quand j'ai entendu parler des autres choses que Jim et son gang avaient faites à l'université, je me suis senti encore plus justifié dans ce que j'avais fait. Laetitia n'avait pas été leur première victime d'agression. En fait, ce n'était pas la première fois qu'ils s'en tiraient comme ça. Comme cette fois-ci, les incidents précédents avaient été étouffés. Ils n'avaient jamais passé de temps significatif en prison et certainement pas en établissement fédéral. Malcolm a fouillé profondément dans leur passé et les retombées de mes actions ont été habilement détournées. Le maire et le chef de la police l'ont qualifié de suicide-meurtre multiple commis par James Gable, et personne ne l'a remis en question. Les ai-je assassinés? Je suppose que tout dépend de la façon dont on voit les choses. C'étaient des jeunes de fraternité universitaire qui n'avaient jamais grandi, jamais appris de leurs erreurs. J'espérais seulement qu'à la fin, ils avaient réalisé à quel point ils avaient blessé les autres, et j'espérais qu'ils passeraient le reste de l'éternité en enfer. Quant à Amanda Ramirez, elle a eu ses propres problèmes. Son lien avec le gang d'agresseurs a été confirmé après qu'une dénonciation anonyme ait été envoyée au bureau du procureur. Après une longue enquête, elle a avoué son rôle dans la manipulation des choses pour obtenir les accords de plaidoyer. Elle a été radiée du barreau et inculpée de plusieurs délits de conspiration. Elle a été jugée et condamnée à 10 ans de prison. Je suppose qu'elle aura beaucoup de temps pour réfléchir à ses actions et j'espère qu'elle appréciera la compagnie de ceux qu'elle a trahis. Maintenant, je suis assis ici avec ma femme à côté de moi, regardant la télévision. Son ventre montre à quel point elle est proche de donner naissance à notre petite fille. La vie est belle maintenant. Elle travaille toujours pour Walker Advertising, mais j'ai quitté l'entreprise de saisie de données et j'ai lancé ma propre entreprise informatique. J'ai eu des clients assez célèbres et le bouche à oreille s'est répandu sur ma capacité à construire des ordinateurs de haute qualité pour une fraction du prix de détail, merci Fris Electronics. Je frotte le ventre de Laetitia et me penche pour l'embrasser. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, chérie, répond-elle. Oui, la vie est effectivement belle.
J'aime ma femme et ma fille et je ferai n'importe quoi pour les protéger. Si cela signifie que mon âme est le prix, alors qu'il en soit ainsi. Mais à moins ou jusqu'à ce que cela arrive, les cavaliers se reposeront. Je prie pour qu'il ne soit plus jamais nécessaire. Si vous avez apprécié ceci, abonnez-vous à JKTEL A Story pour plus de récits. N'oubliez pas d'aimer.